Ant-Man et la Guêpe est l'un des films de la phase 3 du MCU. On y suit encore une fois Scott Lang, qui après les événements de Civil War se retrouve encore une fois enfermé. Il se retrouve donc assigné à résidence. Puis, après avoir laissé un message à Hank Pym, lui disant qu'il a rêvé de la position de Janet, sa femme, il reçoit la visite de Hope, qui malgré la sentence de Scott, le forcera à l'aider. Car en effet, le fait que Scott ait vu Janet n'était pas qu'une simple vision. Le fait d'avoir été dans le monde subatomique l'a en quelque sorte connecté avec elle, et il est donc le seul à pouvoir aider la famille Pym. Mais dans l'ombre, une mystérieuse personne va faire ressurgir les fantômes du passé. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo, et allez, c'est parti. Hop, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Alors si vous voulez faire partie de l'équipage et être témoin de son avancée, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous laisse avec la review. Je suis agréablement surpris. Après l'incroyable Infinity War, j'avais peur de reprendre les films du MCU. Parce que le souvenir que j'ai de Captain Marvel est assez médiocre, Endgame est sympa mais bon, pas plus qu'Infinity War, et Ant-Man je l'avais jamais vu. Donc j'avais une sorte de blocage, je ne pouvais plus regarder ces films. J'ai finalement pris mon courage à deux mains, et je suis donc agréablement surpris. Le film est vraiment cool, vraiment. Pas autant que Black Panther certes, mais c'est en tout cas bien meilleur qu'Homecoming ou encore Doctor Strange. Donc du coup, Ant-Man est un film plutôt surprenant. Il suit la tradition du premier en étant cool, assez fun, mais surtout assez léger. Encore une fois, les personnages sont très humains et on s'attache très vite à eux. Que ce soit Scott qui encore une fois joue le rôle de papa absent, mais qui a tout de même tout le respect de ses proches. On voit directement l'évolution avec le premier film, là où avant il était vu comme une sorte de raclure, de déchet de la société, maintenant tout le monde l'aime. Et même dans sa relation avec les antagonistes, on a une sorte de légèreté qu'il n'y avait pas avant. On le voit bien avec Jimmy, l'agent du FBI, même si à chaque fois qu'ils se voient il y a altercation, il y a toujours une phase de légèreté. On le voit bien au tout début, quand ils se chamaillent, ils ont une discussion assez sérieuse, et que Jimmy demande à Scott comment il fait ses tours de magie. Et c'est pareil à la fin, on est vraiment dans une situation très grave, Jimmy qui retire le bracelet à Scott, Scott qui fait le blagueur en parlant d'un rendez-vous qu'ils pourraient avoir tous les deux, et Jimmy qui à la fin veut limite l'inviter. Et vraiment c'est ce que j'ai aimé dans ce film. Le fait d'être dans une ambiance assez légère. Et c'est du coup amplifié par le personnage de Scott. Malgré le fait que le monde où il progresse est antipathique, il est celui qui apporte de la joie et du bonheur dans ce monde. J'ai déjà parlé du cas de Jimmy, mais on le voit bien avec Hank et Hope. Ces deux-là ont une très bonne raison de le détester. Ils sont quand même en cavale à cause de lui, et le fait de le revoir et d'être avec lui a totalement changé leur humeur. Bon, certes, il avait la clé pour ramener Janet, mais quand même, ils sont quand même heureux. Et c'est pour ça que Scott est l'un de mes personnages préférés du MCU. Bien évidemment, il surpassera jamais Thanos. Mais Scott est vraiment un personnage super agréable. On l'aime bien Scott, tout le monde aime Scott. Et j'en attends vraiment beaucoup de lui. Sur ce qu'il peut apporter au MCU, mais aussi dans ses relations avec sa famille, et surtout avec Cassie. En parlant de Cassie, justement, parlons de sa nouvelle mère. A priori, parce que leur relation semble tendre vers là, je parle évidemment de Hope. Eh bien, elle n'est pas si différente que ça du premier film. Mais, là où dans le premier, on avait vraiment l'image d'une femme frustrée, mais qui gardait cette frustration pour être très forte, ici, elle n'a plus aucune raison d'être frustrée, et elle est elle-même. Le personnage n'a donc plus besoin d'être développé, mais c'est pas plus mal, Parce que rappelez-vous de la review sur le premier Ant-Man, mais je disais que le problème d'Hope, c'est la relation qu'elle a avec Scott. Le fait qu'il y ait une sorte de tension entre les deux était quand même assez mal fait, je trouve. Et bien là, les deux personnages s'aiment, certes ils peuvent pas se le montrer tout le temps, mais ils s'aiment, et ce n'est pas forcé par la mise en scène. Non, parce qu'il y a vraiment une scène dans le premier Ant-Man où on essaye de nous montrer une tension amoureuse dans une voiture avec des fourmis et du sucre. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti vous lors du visionnage, mais j'ai pas ressenti d'amour à ce moment-là, vraiment. Donc bon, c'est un énorme point positif, et Hope reste un très bon personnage. Ce qui est aussi le cas d'Hank Pym. Tout aussi excellent que dans le premier film, Hank Pym est un personnage super agréable. C'est vraiment le petit vieux un peu grincheux, mais qu'on apprécie tous. Mais il y a quelque chose d'assez spécial avec le personnage. Je vais vous le décrire, et vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Alors nous avons un homme âgé, dans la cinquantaine, ces eaux-là. C'est une figure emblématique, une sorte de chef, de leader, qui possède un pouvoir hors norme, mais sous ses apparences de vieux grincheux, admiré de tous, il cacherait un secret assez sombre. Voilà, avec une seule description, je vous ai décrit 4 personnages différents. Je viens à peine de faire le lien, moi aussi je suis surpris. Nous avons Odin, Chaka, Ego et finalement Hank Pym. Ces 4 personnages sont identiques, dans la forme en tout cas. Mais il y a quelque chose qui les différencie, c'est l'humanité. Bon déjà Ego c'est une raclure, donc on le vire. Puis Odin n'est pas antagoniste, mais peut-on réellement dire qu'il est si bon que ça? Il a mené une vie de guerre et de conquête qui le poussa à dominer ses adversaires. Mais bon, vous allez me dire c'est un guerrier, c'est normal. Donc on avance un peu dans le futur, et dans les événements de Thor 1 et 2, c'est pas vraiment le meilleur père du monde. Il est certes juste avec ses fils, mais il y a quand même une limite entre justesse et sévérité. Et il en va de même pour Chaka. C'est un homme bon, mais l'application totale de la loi l'a quand même poussé à tuer son frère. Compréhensible évidemment, mais ça n'enlève rien au côté sordide de la scène. Et puis nous avons Hank Pym, une personne imbue d'elle-même, qui aurait causé du malheur autour d'elle, qui aurait tué sa femme,
qui aurait rendu malheureux beaucoup de ses anciens collègues de travail ainsi que leur famille, mais contrairement aux autres personnages, Hank Pym aime sa fille, une fille à qui il aurait tué la mère et qui porte seule ce fardeau. Finalement, la plus grande différence entre ces 4 personnages, c'est le fait qu'Hank Pym soit le seul encore en vie. Il est le seul à culpabiliser du lourd fardeau qu'il porte, et c'est ce qui rend le personnage d'Hank Pym beaucoup plus humain. Là où les autres sont morts en laissant leurs enfants derrière eux, Hank Pym est le seul à rester en vie. Il est responsable de tous les maux de ses proches et il s'en veut. Vous voyez, on a un stéréotype de personnage et on a réussi à en créer 4 différents. Ça, c'est incroyable. Malgré l'évidente ressemblance, on a 4 personnages assez différents et c'est vraiment cool. Mais bon, tout ce principe d'humanité, on en reparlera dans une future vidéo. Donc pour conclure avec le personnage d'Hank Pym, il est bien meilleur que dans le premier film et il est vraiment super intéressant. Et tout comme Hope, il n'a concrètement plus rien à raconter. Et ça fait vraiment un super développement de personnage. Le personnage est a priori complet et on peut le laisser se reposer. Allez, tu l'as mérité. Maintenant, passons à l'antagoniste, Ava ou Ghost. Celle à qui on a pris la vie et qui veut se venger de tout le mal qu'on lui a causé. Et elle est prête à tout. Elle est plutôt intéressante, on a vraiment un personnage qui a un but précis et qui est prêt à tout pour le réaliser, quitte à se salir les mains. Mais j'ai quand même une toute petite déception. Le but d'Ava est de s'en prendre à Janet. Le fait d'avoir autant été exposé au monde quantique lui permettra entre autres d'extraire toute cette énergie pour redevenir normale. Donc elle manipule Hank Pym, elle est assez violente avec sa famille, mais à un moment elle propose quelque chose. Elle propose de s'en prendre à la fille de Scott, une enfant qui n'a rien à voir avec tout ça. Et elle est déterminée en plus. Mais Bill, celui qui s'est occupé d'elle durant toute son enfance et ancien collègue d'Hank Pym, refuse totalement cette idée. Il ne veut pas qu'une petite fille innocente soit impliquée dans ce combat, et Ava accepte son branché. Mais ce qui aurait été cool, c'est qu'à un moment du film, elle cède, qu'elle soit réellement en danger de mort, et qu'elle essaye de prendre Cassie, et qu'après elle comprenne son erreur, et qu'elle ait une leçon de morale de la part de Bill, voire même de Scott. Malheureusement, le problème d'Ava, c'est qu'on ne ressent pas la pression du personnage. Elle est antagoniste, mais c'est une antagoniste mineure limite. Même Jimmy est plus menaçant durant le film. Et vraiment, c'est super dommage. Ava est un personnage super intéressant, mais qui a malheureusement été mal utilisé. Donc maintenant parlons de quelques points à propos du film. Premier point positif, l'humour. Évidemment, comme le premier film, il est super drôle. Les personnages sont super fun, et c'est toujours autant un plaisir de les voir. Que ce soit Scott, qui apporte du plaisir à son entourage, même ceux qui ne sont pas censés l'aimer, ou alors Louis, personnage comique du film, qui possède un humour qui marche très bien. C'est un peu le débile de service, et c'est super bien utilisé je trouve. Par contre, les 2 autres camarades de Scott, ils sont cool, ils sont sympas, mais ils sont pas assez présents, et c'est dommage. Autre point positif, et non des moindres, ces foutus accords de Sokovie sont enfin utiles. Civil War est un événement majeur dans le MCU, qui a eu de très lourdes conséquences. Mais les accords de Sokovie n'ont aucune incidence. On refait le topo. Premier film sorti après Civil War, Doctor Strange. Les accords de Sokovie n'ont aucune incidence sur lui, tout simplement parce qu'il est extérieur à tout ça. Les Gardiens de la Galaxie 2, ça se passe même pas sur Terre, donc pourquoi ça aurait une incidence? Thor Ragnarok ne se passe pas sur Terre non plus, donc pareil, pas d'incidence. Black Panther, c'est un peu plus technique. La grande majorité de l'histoire se passe au Wakanda, donc dans un pays isolé du reste du monde, mais nous avons tout de même un passage super intéressant dans le film. C'est le moment où T'Challa part en Corée du Sud. Et bien, à ce moment-là, la discrétion est de mise. Ils auraient pu mettre leur costume, utiliser leur pouvoir et se barrer directement. T'Challa étant dans le groupe de Tony Stark, la loi super-héroïque s'applique donc sur lui. Et donc le fait d'être discret est compréhensible. Bon, plus le fait qu'ils doivent pas être repérés de toute façon, donc dans tous les cas ça marche. Puis bon, évidemment nous avons Infinity War, et là les lois sont inutiles. Donc voilà. Et du coup ce film est le premier où les accords de Sokovie sont très importants. Scott est un criminel, aux yeux de la loi en tout cas. Il est surveillé par le FBI, bon une petite équipe mais il est surveillé quand même. Il ne doit en aucun cas sortir, et encore plus pour faire ses activités de héros. Surtout qu'il est censé avoir détruit le costume. Et le fait que Scott soit parti en Allemagne a directement eu des répercussions sur Hank et Hope. Donc rien que pour ça, ce film est super intéressant. Certes, finalement les accords n'ont pas eu grand intérêt sur le film. Le fait que Scott bafoue la loi pour aider ses amis est assez vite mis au second plan. Mais le fait de l'avoir pris en compte est déjà très bien. Et aussi, autre point positif du film, c'est qu'il passe après Infinity War, le meilleur film du MCU, je le rappelle. Et du coup, passer juste après le meilleur, c'est très dur. Et certes, le film n'est pas aussi bon qu'Infinity War, mais il reste tout de même incroyable. Ce qui n'est pas le cas du prochain film. Donc bah voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche. Un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois.